Dans un petit village reculé, loin des routes goudronnées et du bruit des voitures, vivait une femme nommée Maïssa. Elle n'avait presque rien, mais tout le monde savait qu'elle possédait un cœur immense. Elle avait élevé seule ses 3 enfants, Yaro, Lamine et Dalanda. Leur père était mort quand ils étaient encore très jeunes, et depuis ce jour, Maïssa avait dû devenir tout à la fois. Une mère, un père, une guide, une protectrice. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle sortait de sa petite case pour aller travailler dans les champs. Elle plantait du mil, cultivait des légumes, portait de lourds seaux d'eau, tout cela pour que ses enfants ne manquent jamais de nourriture. Souvent, elle se privait de manger pour leur laisser la plus grande part. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle disait simplement « Un jour, mes enfants réussiront, et tous ces efforts auront servi à quelque chose. » Le village était pauvre. Les maisons étaient faites de terre, les toits laissaient passer la pluie et l'électricité n'existait pas. Le soir, les habitants s'éclairaient avec des lampes à pétrole. Pourtant, malgré les difficultés, la communauté restait soudée. Tout le monde connaissait Maïssa. On disait d'elle « c'est une femme forte, une femme de lumière ». Ses enfants grandissaient dans ce monde simple, mais dur. Ils l'aimaient, mais ils rêvaient aussi d'autre chose. Ils entendaient raconter des histoires sur la grande ville, ses immeubles, ses lumières, ses magasins, ses opportunités. Ils regardaient leur mère travailler sans relâche, et une part d'eux voulait lui offrir une vie meilleure. Mais une autre part, plus secrète, voulait surtout fuir la pauvreté. Le destin de cette famille venait de commencer, mais il allait prendre un chemin inattendu. Le jour du départ arriva plus vite que Maïssa ne l'aurait imaginé. Depuis plusieurs mois, ses enfants parlaient de la grande ville. Ils avaient entendu dire qu'on pouvait y trouver du travail, gagner de l'argent, vivre dans de belles maisons. Leurs yeux brillaient à chaque récit qu'on leur rapportait. Pour eux, la ville représentait une porte ouverte vers un avenir meilleur. Un matin, Yaro dit timidement « Maman, nous voulons partir, nous voulons essayer de réussir là-bas. » Maïssa sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas prête. Aucun parent ne l'est vraiment. Elle aurait voulu les garder près d'elle, sous son regard, sous sa protection. Mais elle comprenait aussi que la vie au village ne leur offrait pas beaucoup de perspectives. Elle prépara alors leur sac avec soin. Elle y mit des vêtements simples, un peu de nourriture et même une vieille couverture qu'elle avait cousue elle-même. Avant qu'ils ne montent dans le vieux bus poussiéreux, elle leur prit les mains et dit doucement « Mes enfants, partez si c'est votre destin, mais n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez pas que vous avez une mère ici, qui vous aime plus que tout. » Les 3 enfants, pleins d'espoir et d'excitation, la serrèrent dans leurs bras. Dalanda pleurait déjà. Yaro lui dit pour la rassurer « Ne t'inquiète pas, maman. Dès qu'on trouve du travail, on t'enverra de l'argent et on reviendra te chercher. Tu vivras avec nous en ville. » Maïssa les regarda s'éloigner, le cœur lourd, mais rempli d'amour. Quand le bus disparut dans un nuage de poussière, elle resta seule, les mains jointes, priant pour leur sécurité et leur succès. Elle ignorait que ce départ serait le début d'un silence qui durerait bien trop longtemps. Les premiers jours après leur départ, la vie semblait étrangement vide pour Maïssa. Elle avait l'habitude d'entendre les rires de ses enfants, leurs pas dans la cour, leurs discussions du soir. Maintenant, il ne restait que le bruit du vent et le chant des grillons. Pourtant, elle gardait espoir. Elle se disait qu'ils allaient l'appeler dès qu'il serait installé. Effectivement, au début, les appels arrivaient souvent. Les enfants semblaient heureux. Ils racontaient la ville, les lumières, les immeubles, les bus, les magasins géants. Ils disaient « Maman, tu vas voir, un jour on t'amènera ici. » Ces mots faisaient briller les yeux de Maïssa. Elle les répétait fièrement aux voisins. « Mes enfants vont réussir, ils penseront à moi. » Mais au fil du temps, les appels devinrent rares. Une fois par semaine, puis une fois par mois, puis presque plus rien. Lorsque Maïssa essayait d'appeler, personne ne répondait. Elle tombait souvent sur une messagerie. Parfois, le téléphone sonnait dans le vide. Elle se disait « Ils sont sûrement occupés, ils travaillent dur. » Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Elle s'asseyait souvent devant sa case, regardant la route comme si elle espérait soudain voir ses enfants revenir. Parfois, elle murmurait « Pourquoi ce silence? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Dans la grande ville, Yaro, Lamine et Dalanda étaient absorbés par leur nouvelle vie. Ils travaillaient beaucoup, rencontraient de nouvelles personnes, découvraient des loisirs auxquels ils n'avaient jamais eu d'accès. Ils se disaient qu'ils appelleraient demain,
Mais demain devenait une autre semaine. Il ne se rendait pas compte que dans un petit village lointain, une mère vieillissait seule avec un téléphone qui ne sonnait plus. Le silence commençait à s'installer comme une douleur invisible, mais bien réelle. Les mois passèrent, puis les années. Et pendant tout ce temps, le silence devint un compagnon douloureux pour Maïssa. Elle continuait à attendre, chaque jour, un message ou un appel de ses enfants. Elle gardait même son vieux téléphone près de son oreiller, au cas où l'un d'eux appellerait tard dans la nuit. Mais le téléphone restait muet, comme si les voix qu'il avait autrefois remplies de joie s'étaient évaporées. Avec l'âge, Maïssa commença à faiblir. Le travail dans les champs devenait trop difficile pour elle. Ses genoux lui faisaient mal, ses mains tremblaient et sa vue baissait. Pourtant, elle refusait de se plaindre. Quand quelqu'un du village lui demandait des nouvelles de ses enfants, elle souriait faiblement. Ils travaillent en ville et n'ont pas beaucoup de temps, mais ils vont bien. Ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Mais une mère préfère mentir pour protéger l'image de ses enfants plutôt que d'avouer sa solitude. Sa maison elle-même souffrait. Le toit en tôle était rouillé par la pluie. Les murs en terre s'effritaient. Certaines nuits, l'eau coulait à l'intérieur, mouillant ses couvertures. Quand elle était trop fatiguée, elle dormait chez une voisine, qui la ramenait ensuite chez elle au petit matin. Maïssa n'avait plus beaucoup de nourriture. Elle se contentait souvent d'un bol de bouillie. Parfois, elle ne mangeait pas du tout. Les villageois faisaient ce qu'ils pouvaient pour l'aider, mais eux aussi étaient pauvres. Par moments, Maïssa s'asseyait devant sa maison et regardait le ciel. Elle murmurait « Mes enfants, où êtes-vous? Est-ce que vous pensez encore à moi ?» Mais aucune réponse ne venait. L'oubli pesait sur son cœur comme une pierre. Pendant que leur mère souffrait en silence dans le village, les 3 enfants, eux, construisaient peu à peu leur nouvelle vie en ville. Après des débuts difficiles, ils commencèrent enfin à connaître un certain succès. Yaro, l'aîné, décrochait un poste de chauffeur dans une grande entreprise. Chaque matin, il mettait une chemise propre, conduisait des cadres bien habillés et profitait de la stabilité que son salaire lui offrait. Il était fier de lui, fier d'être quelqu'un maintenant. Lamine, le second, avait économisé chaque pièce gagnée grâce à de petits travaux. Avec patience, il réussit à ouvrir une petite boutique dans un marché animé. Il vendait des vêtements, des accessoires et ses affaires marchaient bien. Il s'habillait de plus en plus élégamment, parlait de plus en plus comme un homme de la ville. Son accent rural avait même commencé à disparaître. Dalanda, la plus jeune, trouva un emploi dans un salon de coiffure chic. Elle apprit à faire des tresses sophistiquées, des coiffures modernes, et bientôt, elle gagna la confiance d'une clientèle fidèle. Certaines clientes lui donnaient de généreux pourboires. Elle s'achetait de beaux vêtements, des chaussures brillantes, du maquillage. Elle se sentait belle et importante. À mesure que leur vie s'améliorait, leurs souvenirs du village devenaient lointains. Les enfants de Maïssa avaient honte, non pas de leur mère, mais de la misère dans laquelle ils avaient grandi. Ils ne voulaient plus qu'on sache qu'ils venaient d'un petit village perdu. Alors, lorsqu'un collègue demandait « Tes parents vivent où ?» ils répondaient souvent « Oh, loin, dans une région rurale ». Ils évitaient d'expliquer, ils évitaient d'y penser. Ils se disaient qu'ils appelleraient leur mère plus tard, qu'ils iraient la voir quand ils auraient le temps. Mais la réalité, c'était qu'ils ne voulaient pas qu'on mélange leur vie moderne avec leur passé humble. Sans le savoir, leur réussite les éloignait de la femme qui, autrefois, se privait de nourriture pour qu'ils puissent manger. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une fête à laquelle ils avaient été invités, quelque chose se produisit. Les rues étaient encore animées, éclairées par les lumières jaunes des lampadaires. Yaro, Lamine et Dalanda marchaient en discutant, riaient un peu, portés par l'ambiance de la soirée. Mais à l'intersection d'une grande avenue, une vieille femme s'approcha d'eux. Elle portait des vêtements déchirés, des sandales trop usées et ses cheveux gris étaient couverts de poussière. Ses mains tremblaient légèrement en tendant une petite boîte. Elle murmura d'une voix faible « S'il vous plaît, j'ai faim, aidez-moi ». Les 3 enfants de Maïssa s'arrêtèrent net. Pendant quelques secondes, ils ne dirent rien. Ce n'était pas la première personne pauvre qu'ils voyaient en ville, mais cette femme-là, elle leur fit un effet étrange.
Dalanda sentit son cœur se serrer si fort qu'elle posa une main sur sa poitrine. Lamine fixa la femme sans bouger, les yeux écarquillés. Yaro détourna la tête, mais sa gorge se noua. Cette femme leur rappelait leur mère. Sa fragilité, sa manière de tendre la main, son regard plein de fatigue. C'était comme voir l'image de Maïssa, mais dans une version brisée par la vie. Dalanda sentit des larmes monter sans qu'elle puisse les contrôler. Elle glissa une pièce dans la boîte de la vieille femme, puis recula en essuyant ses yeux. Lamine murmura. « Et si maman est comme ça maintenant ?» Yaro resta silencieux, incapable de répondre. Cette nuit-là, une inquiétude nouvelle entra dans leur cœur. Une question lourde, impossible à ignorer. Et si leur mère vivait dans les mêmes conditions que cette femme ? Et s'ils avaient abandonné celle qui leur avait donné tout son amour ? Le regret venait de se réveiller, doucement, mais profondément. Quelques semaines après cette rencontre qui les avait bouleversés, Yaro reçut un appel venant d'un numéro inconnu. Il hésitait à décrocher, mais quelque chose au fond de lui disait que c'était important. Il appuya sur la touche verte. Une voix fatiguée, mais déterminée, se fit entendre. « Yaro ? C'est moi, Samba, du village. Je suis désolée de t'appeler comme ça, mais il faut que tu saches, ta mère, elle va très mal. » Le cœur de Yaro se mit à battre douloureusement. « Comment ça, très mal ?» La voix de Samba trembla légèrement. « Elle ne mange presque plus, elle ne peut plus se lever. Elle tousse beaucoup. On l'aide comme on peut, mais si vous voulez la revoir vivante, viens vite avec tes frères et sœurs. » Yaro sentit son souffle se couper. Il resta figé quelques secondes avant de répondre. « Merci de m'avoir prévenu. » Puis il raccrocha. Il n'eut même pas le temps de réfléchir. Il appela Lamine et Dalanda immédiatement. La peur dans sa voix les alarma. « Maman, elle est très malade. Il faut partir. Maintenant !» Dalanda éclata en sanglots instantanément. Elle porta les mains à son visage, incapable de respirer correctement. « Non, ce n'est pas vrai !» Lamine resta silencieux, mais ses yeux se remplirent de larmes. Lui, qui d'habitude cachait ses émotions, semblait complètement brisé. Les trois se retrouvèrent quelques minutes plus tard. Personne ne parlait. Personne n'osait se regarder. Ils savaient tous pourquoi ils avaient peur, parce qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient abandonné leur mère. Yaro murmura enfin « Si elle meurt sans qu'on lui demande pardon, on ne s'en remettra jamais. » Ils prirent leur affaire en silence et montèrent dans le premier bus qui partait vers le village. Le voyage qui les attendait serait celui du regret, de la honte et de la vérité. Le bus qui les ramenait vers leur village avançait lentement sur la longue route poussiéreuse. À l'intérieur, l'ambiance était lourde. Aucun des trois enfants ne parlait. Le silence semblait peser des tonnes, comme si chaque minute rallongeait encore plus leur angoisse. Ils étaient assis côte à côte, mais chacun se battait avec ses propres pensées. Par la fenêtre, les paysages défilaient. Des champs secs, des arbres isolés, des maisons en terre battue. Tout leur rappelait leur enfance. Chaque image ramenait un souvenir. Et chaque souvenir réveillait un peu plus de culpabilité. Dalanda pleurait doucement, sans bruit. Elle regardait le sol, incapable d'affronter la réalité. Si elle n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on va faire ? Murmura-t-elle entre deux sanglots. Lamine posa sa main sur son épaule, mais lui-même tremblait. C'est notre faute, on a été aveugles. Yaro, l'aîné, fixait les nuages à travers la vitre. Ses yeux étaient rouges, mais il refusait de pleurer. Il sentait toutefois une douleur insupportable dans sa poitrine. On aurait dû retourner plus tôt. On aurait dû l'aider. On aurait dû l'aimer comme elle nous a aimés, dit-il d'une voix brisée. Le bus fit une pause dans un petit hameau. Une mère y descendit, tenant son enfant par la main avec une tendresse naturelle. Les trois frères et sœurs la regardèrent, bouleversés. Ils virent dans cette femme la force de leur propre mère. Et dans l'enfant, ils virent ce qu'ils avaient été autrefois, innocents, dépendants de l'amour maternel. Ils reprirent la route, encore plus silencieux qu'avant. Lamine finit par murmurer « J'ai peur qu'il soit trop tard ». Yaro serra les dents. « Même si c'est tard, on ira jusqu'au bout ». Le bus continua son chemin. Mais pour eux,
Chaque kilomètre était un coup de poignard. Ils ne savaient pas quel visage ils allaient trouver en arrivant, mais ils savaient une chose. Le regret était déjà bien installé dans leur cœur. Lorsque le bus arriva enfin au village, les 3 enfants se levèrent lentement, le cœur battant. Ils descendirent en silence, comme s'ils marchaient dans un rêve étrange. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité qu'ils avaient fui pendant si longtemps. Les villageois, surpris de les voir, s'arrêtèrent de travailler et les observèrent en silence. Certains chuchotaient entre eux. « Ce sont les enfants de Maïssa, non? Ils reviennent maintenant, après toutes ces années ?» D'autres ne disaient rien, mais leur regard en disait long. Un mélange de jugement, d'incompréhension et de déception. Yaro, Lamine et Dalanda sentirent le poids de tous ces yeux rivés sur eux. Leur réussite citadine ne servait à rien ici. Ce qu'ils avaient fait pesait plus lourd que leurs vêtements élégants ou leur argent. Ici, tout le monde savait que Maïssa avait souffert seule. Un vieil homme s'approcha lentement. « Vous cherchez votre mère? Venez, suivez-moi. » Ils marchèrent derrière lui à travers les ruelles poussiéreuses du village. À chaque pas, la peur s'intensifiait. Plus ils avançaient, plus leur cœur se serrait. Et puis, ils virent la maison. La case de Maïssa était méconnaissable. Les murs en terre étaient fissurés, certains endroits semblaient presque s'effondrer. Le toit en tôle était troué, penché d'un côté, laissant sûrement entrer la pluie pendant la nuit. La cour était vide, triste, silencieuse. Dalanda porta une main à sa bouche et éclata en sanglots. « Non, ce n'est pas possible! Elle a vécu comme ça !» Lamine recula de 2 pas, choqué. Il avait vu la pauvreté auparavant, mais jamais comme ça, jamais dans ce qui devait être la maison de leur mère. Yaro resta immobile, les poings serrés, incapable de respirer. Son cœur lui faisait terriblement mal. Le village entier semblait retenir son souffle. Les 3 enfants venaient de découvrir la réalité qu'ils avaient ignorée pendant trop longtemps. Les 3 enfants s'approchèrent lentement de la petite case. Le cœur lourd, les mains tremblantes, ils poussèrent la porte en bois qui grinça doucement. L'intérieur était sombre, silencieux, presque vide. Une odeur de poussière et de médicaments flottait dans l'air. Sur un vieux matelas posé à même le sol, Maïssa était allongée. Elle avait beaucoup changé. Son visage, autrefois si lumineux, semblait épuisé. Ses joues étaient creusées, ses yeux fatigués. Ses mains tremblaient légèrement, posées sur une vieille couverture. Son souffle était faible, mais elle était consciente. Lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir, elle tourna la tête avec difficulté. Et là, son regard croisa celui de ses enfants. Un sourire fragile, presque imperceptible, éclaira son visage. Ses yeux s'illuminèrent d'une chaleur indescriptible. Elle murmura d'une voix très douce « Mes enfants, vous êtes venus ?» Ces mots frappèrent Yaro, Lamine et Dalanda comme un coup de tonnerre. Aucun reproche, aucune accusation, aucune colère. Seulement de l'amour. Un amour pur, simple, immense. Dalanda s'effondra à genoux à côté du lit en pleurant. « Maman, pardonne-nous. Pardonne-nous, s'il te plaît. » Maïssa posa sa main tremblante sur sa tête, comme elle le faisait lorsqu'elle était petite. « Il n'y a rien à pardonner, ma fille. Vous êtes là maintenant. » Lamine, incapable de retenir ses larmes, prit la main de sa mère et la serra contre son front. Il ne trouvait pas les mots, seulement des sanglots étouffés. Yaro, l'aîné, se resta debout quelques secondes, paralysé par la honte. Puis il se mit à genoux, les larmes coulant sans retenue. « Maman, je suis désolée. Je t'ai abandonnée. Je n'aurais jamais dû. » Maïssa inspira difficilement et répondit avec douceur. « Tant que mon cœur bat, vous avez toujours une mère. » Ce moment bouleversa profondément les 3 enfants. Ils venaient de comprendre que l'amour d'une mère dépasse toutes les blessures, même celles causées par l'oubli. Dès cet instant, les 3 enfants décidèrent de rester auprès de leur mère aussi longtemps qu'il le faudrait. Ils ne voulaient plus la quitter, même pour une minute. Ils réalisaient à quel point elle avait souffert seule, à quel point son corps fatigué portait les traces du travail, de la pauvreté et surtout du chagrin. Yaro nettoya la petite case, enleva la poussière.
répara comme il pouvait les fissures du mur. Il se sentait coupable et voulait se rendre utile, même pour les plus petites choses. Lamine partit acheter de la nourriture, des médicaments, des couvertures propres. Il faisait des allers-retours entre le marché et la maison, cherchant tout ce qui pouvait améliorer l'état de sa mère. Dalanda, elle, restait à ses côtés. Elle l'aidait à boire, à manger, à se lever légèrement pour changer sa position. Elle lui parlait d'une voix douce, comme si elle voulait rattraper toutes les années perdues. Maïssa observait tout cela avec émotion. « Vous êtes là. C'est tout ce que je demandais », murmurait-elle souvent. Les voisins venaient parfois voir comment elle allait. Certains souriaient en voyant les enfants prendre soin d'elle. D'autres restaient silencieux, conscients de la douleur invisible qui traversait cette famille. Le soir, les 3 enfants s'assoyaient autour d'elle. La petite pièce était éclairée par une lampe à pétrole. Maïssa racontait des histoires, d'autrefois. Elle riait doucement, même si sa voix était faible. Ses enfants l'écoutaient religieusement, le cœur déchiré. Ils se rendaient compte que tout ce qu'ils savaient faire maintenant, gagner de l'argent, vivre en ville, se moderniser, ne valait rien face à cette femme qui avait tout sacrifié pour eux. Souvent, en la regardant dormir, Dalanda murmurait « Pourquoi ne sommes-nous pas venus plus tôt ?» Mais aucune réponse ne venait. Il n'y avait que leurs larmes et la paix fragile qui régnait autour du lit de Maïssa. Après plusieurs jours passés à s'occuper de leur mère, les 3 enfants prirent une décision importante. Ils allaient reconstruire entièrement la maison de Maïssa. Ils ne supportaient plus de la voir vivre dans un endroit aussi abîmé, aussi froid, aussi fragile. Ils voulaient lui offrir un espace digne, confortable et surtout un lieu qui montrerait leur volonté de réparer le mal qu'ils avaient causé. Le lendemain matin, Yaro se rendit chez un maçon du village. Lamine appela des fournisseurs en ville pour acheter des matériaux. Ciment, tôle, briques, peinture, portes neuves. Dalanda acheta des draps propres, des rideaux, des ustensiles et même quelques décorations qu'elle choisit avec soin. Tous 3 travaillaient ensemble, comme lorsqu'ils étaient enfants, mais cette fois avec un objectif clair, redonner à leur mère une vie meilleure. Les villageois observaient la scène avec surprise. Certains disaient « Ils ont compris la leçon ». D'autres murmuraient « Au moins, ils reviennent vers elle ». Les travaux commencèrent. Yaro et Lamine portaient eux-mêmes des sacs de ciment, des planches de bois, des seaux d'eau. Ils ne se plaignaient pas, même sous le soleil brûlant. Dalanda balayait, nettoyait, lavait les murs, organisait la nourriture pour les ouvriers. Tous 3 travaillaient avec une énergie nouvelle, presque désespérée. Une manière pour eux de demander pardon autrement que par des mots. Maïssa, assise sous un arbre, les regardait avec des larmes dans les yeux. « Vous n'avez pas besoin d'en faire autant », disait-elle doucement. Mais les enfants répondirent à l'unisson. « Si, maman, tu le mérites. Tu as trop souffert à cause de nous. » Au bout de quelques semaines, la vieille case en ruine devint une maison propre, solide, belle. Les murs étaient repeints, le toit ne fuyait plus. Les fenêtres laissaient entrer la lumière. C'était un véritable renouveau. Pour la première fois depuis longtemps, Maïssa se sentit chez elle. Lorsque les travaux furent enfin terminés, la maison de Maïssa n'avait plus rien à voir avec l'ancienne. Les murs fraîchement peints reflétaient la lumière du soleil, les nouvelles fenêtres laissaient entrer une brise douce et le toit solide protégeait désormais contre la pluie. Pour la première fois depuis des années, la petite cour avait l'air vivante. Quelques plantes avaient même été replantées autour de la maison, donnant une touche de couleur et de bonheur. Le jour où Maïssa rentra dans sa nouvelle maison, elle resta immobile à l'entrée, incapable de prononcer un mot. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est ma maison ? Vous avez fait tout ça pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Dalanda lui prit la main doucement. « Oui, maman, c'est ta maison, ton nouveau départ. » Maïssa, les larmes coulant sur ses joues, entra lentement. Elle toucha les murs, les meubles, les rideaux, comme si elle voulait s'assurer que ce n'était pas un rêve. « Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau, » murmura-t-elle. Les voisins vinrent la voir. Ils étaient impressionnés et surtout heureux de la voir sourire à nouveau. Beaucoup lui disaient « Tu le mérites, Maïssa, tu as trop souffert. » Elle répondait avec humilité « Mes enfants, ils sont revenus. C'est tout ce que je voulais. » Yaro, Lamine et Dalanda passaient leur journée avec elle.
Ils cuisinaient ensemble, parlaient longuement, riaient comme autrefois. Petit à petit, Maïssa reprit des forces. Elle mangeait mieux, dormait mieux, souriait davantage. La dignité qu'elle avait perdue au fil des années, écrasée par la solitude et la misère, revenait doucement. Elle n'était plus cette femme abandonnée et oubliée. Elle était redevenue une mère, entourée, aimée, respectée. Mais malgré ce bonheur retrouvé, le destin n'avait pas encore terminé son œuvre, car la vie réserve toujours une dernière leçon. Pendant quelques mois, tout semblait aller mieux. Les 3 enfants venaient régulièrement au village, passaient du temps avec leur mère et tentaient de reconstruire des liens qu'ils avaient laissés s'effriter pendant tant d'années. Maïssa, malgré sa santé fragile, était heureuse. Elle disait souvent « Dieu m'a fait un cadeau, vous voir tous ensemble ». Mais la vie, elle, suivait son propre chemin. Et le destin, mystérieux et juste, avait encore une leçon à donner. Un matin, Yaro reçut un appel de son entreprise. Sa voix se figea. On lui annonçait que son poste était supprimé. Après 5 ans de travail sérieux, fidèle, impliqué, tout s'arrêtait du jour au lendemain. « Pourquoi moi ?» pensa-t-il bouleversé. Mais dans un coin de son cœur, une voix silencieuse murmurait « Tu sais très bien, tu as abandonné la seule personne qui t'aimait sans condition. » La même semaine, un autre coup du destin frappa. Lamine, qui avait confié sa boutique à un associé le temps d'aller au village, apprit à son retour que cet homme était parti avec toute la caisse et une partie des marchandises. Sa boutique était vide, presque ruinée. Lamine tomba assis devant la porte fermée. Tout ce que j'ai construit, perdu. Pourquoi maintenant ? Il sentit une douleur profonde dans sa poitrine, différente de la colère. C'était la prise de conscience. Les 2 frères se retrouvèrent un soir au village, assis dehors, sous un ciel sombre. Ils restèrent longtemps silencieux. Puis, Yaro murmura « Je crois que la vie nous renvoie ce que nous avons fait. » Lamine hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « On a laissé maman souffrir, on l'a laissée seule. Et la vie nous montre maintenant ce que signifie perdre ce qu'on aime. » Ce jour-là, ils comprirent que le karma n'est pas une punition. C'est un rappel, un miroir, une leçon impérative. Après les épreuves qui s'étaient abattues sur Yaro et Lamine, les 3 enfants décidèrent de passer plus de temps auprès de leur mère. Ils savaient que son état restait fragile et que chaque jour était précieux. Mais malgré les soins et l'amour retrouvés, la santé de Maïssa déclina peu à peu. Elle avait trop souffert, trop résisté, trop attendu seule. Son corps n'avait plus la force de lutter. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres du village, Maïssa se sentit très faible. Dalanda accourut tout de suite. « Maman, tu veux de l'eau ? Tu veux t'allonger ?» Maïssa secoua doucement la tête. Elle demanda seulement que ses enfants s'assoient près d'elle. Yaro prit sa main gauche, Lamine prit sa main droite. Dalanda s'assit à ses pieds. Avec un sourire triste mais paisible, Maïssa murmura « Mes enfants, ne pleurez pas pour moi. J'ai vécu, j'ai aimé, et vous êtes là maintenant. C'est tout ce qu'une mère souhaite. » Mais Dalanda éclata en sanglots. « On t'a laissé seule, on a été ingrats. » Maïssa passa doucement sa main sur son visage. « Une mère pardonne, toujours. Mais la vie, elle, enseigne. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur des 2 frères. Ils comprirent que leur mère leur transmettait sa dernière sagesse. Peu après, Maïssa ferma les yeux. Son souffle devint léger, doux, presque imperceptible, jusqu'à s'arrêter complètement. Elle était partie. Un cri de douleur traversa la pièce. Dalanda s'effondra sur elle en pleurant. Lamine et Yaro se mirent à genoux, brisés. Ils savaient qu'ils venaient de perdre plus qu'une mère. Ils venaient de perdre la seule personne qui les avait aimés sans limite. Les semaines suivantes, leur vie devint un long chemin de réflexion. Le karma les avait touchés, non pour les punir, mais pour leur faire comprendre la gravité de leurs actes. Ils décidèrent alors de réparer, à leur manière, ce qu'ils avaient laissé briser. Ils aidèrent les personnes âgées du village, construisirent des maisons, offrirent nourriture et soins aux plus pauvres. Mais malgré toutes leurs actions, une vérité resta gravée au fond de leur cœur. Quand on abandonne une mère, c'est son propre destin qu'on blesse. Et le destin finit toujours par répondre.
Cette histoire profondément humaine, centrée sur Maïssa et ses 3 enfants, est l'une de ces récits rares qui touchent le cœur dès les premières lignes et ne le quittent plus. Elle explore avec finesse des thèmes universels, l'amour maternel, le sacrifice, l'oubli, la culpabilité, et finalement le poids du karma qui vient rétablir l'équilibre. Le récit ne cherche pas la complexité inutile, au contraire, il brille par sa simplicité et sa vérité émotionnelle, ce qui le rend encore plus puissant et authentique. Chaque scène est racontée avec une grande délicatesse, permettant au spectateur de ressentir pleinement la souffrance silencieuse de Maïssa et l'évolution émotionnelle de ses enfants. Les descriptions sont vivantes, remplissant chaque instant de réalisme et de sensibilité. On voit la mère travailler, espérer, attendre, puis faiblir. On ressent l'excitation des enfants en ville, puis leur honte, leur éloignement, leur silence. Et finalement, on partage le regret immense lorsque la vérité les rattrape. Ce qui rend l'histoire encore plus marquante, c'est l'équilibre entre tristesse, humanité et réflexion. Le récit n'accuse pas, il montre. Il ne juge pas, il révèle. Et surtout, il rappelle à chacun une vérité fondamentale, la valeur inestimable d'une mère et le danger de l'ingratitude. Le karma n'est pas présenté comme une vengeance, mais comme une leçon, une manière de montrer que les choix que nous faisons, bons ou mauvais, finissent toujours par revenir vers nous. Le final est bouleversant et laisse une profonde impression. On ne ressort pas indemne d'une telle histoire. C'est un magnifique hommage aux mères, à leur amour inconditionnel et à leur force silencieuse. Un récit qui fait réfléchir, qui émeut et qui mérite largement d'être partagé.